Mais oui, c'est bien ça, c'est une nouvelle émission de Plus ou Moins Geek, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek, voire plus, en 52 minutes. La preuve avec un chiffre, 1906, naissance de l'écrivain Robert E. Howard, à qui on doit Conan le Barbare. En parlant de barbares, j'en ai quelques-uns autour de cette table, ce sont mes experts Miami, avec Mademoiselle RL, qui est blogueuse et journaliste, Monsieur Laurent Kessy, auteur et romancier, Monsieur Seb Rassia, réalisateur et auteur pour Le Joueur du Grenier, duo partagé avec Monsieur Fred Molas, qui incarne parfaitement d'ailleurs Le Joueur du Grenier, et pour finir Monsieur Rurik Salé, il est journaliste, compositeur et également comédien. Et nous avons également François qui sera en duplex live avec nous depuis chez lui pour un nouveau talent web. François qui est toujours au top de sa forme. Ça, c'est François. Allez, tout de suite, on attaque avec un sommaire et c'est incroyable. Il est en images, il y a une voix off et de la musique. Aujourd'hui, vous découvrirez l'Odyssée d'Abe, Stéphane plongé au cœur d'une murder party, Rosen Maiden et ses poupées qui fight, des poupées japonaises nettement plus sympas dans l'enquête geek, le jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, Arrested Development, le scénariste et dessinateur de BD Yves Chaland, l'interview carrière de Mick Garris, le talent web Mister V et pour finir, la shopping list. Et si nous retournions en plateau voir ce qui se passe. Et on attaque l'émission avec nos premiers barbares qui nous emmènent tout droit en 1997. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Eh ben voilà, moi je voulais vous parler de l'Odyssée d'Abe, un jeu culte sorti sur PlayStation. Un jeu magnifique à l'époque, tous les possesseurs de PlayStation y ont joué. Tout le monde a mis la main dessus et tout le monde connaît à peu près l'Odyssée d'Abe, même si voilà, personne n'a joué réellement. Donc on va regarder des images. C'est moi, je m'appelle Abe. J'ai été élu. Donc il n'y a pas de problème de son, il parle réellement comme ça. Dans le jeu, tous ses congénères aussi ont une voix super aiguë. C'est le frère de Gollum. Exactement, voilà, c'est un petit Gollum tout vert. C'est un jeu français ? Non, non. Ça vient d'où ? C'est développé par Oddworld Inhabitants. Entière a basculé en un seul jour. Et en fait, on fait que des jeux sur le monde Sur le monde d'Oddworld, ouais. Parce qu'ils voulaient vraiment faire ça, c'est-à-dire vraiment installer un univers sur plusieurs jeux. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'en fait, les seuls jeux qu'ils ont fait sont tirés de cet univers d'Oddworld. Alors quel est cet univers justement ? Alors l'univers d'Oddworld, en fait, c'est un truc assez caricatural dans le sens où il y a vraiment deux espèces dominantes. L'espèce des glucons, une espèce de tête de martien avec des yeux jaunes. Gros cigare. Voilà, gros cigare avec des gros impairs. Ça représente vraiment... c'est le capital, quoi. C'est vraiment les mecs qui veulent faire du profit. Les capitalistes, les mecs qui détruisent la nature pour s'enrichir, qui se foutent complètement de leur... leur... C'est le MEDEF, quoi. C'est le MEDEF. Exactement. Ne dis pas ça, on est filmé, là, je suis arrêté. Et en face de ça, on a la race des Mudokons qui sont plutôt des Indiens, c'est les Navis, c'est eux qui vivent en communion avec la forêt, la nature et tout ça. Et dans ce monde, en fait, on va incarner Abe, en fait, qui est le héros, et qui est asservi par les glucons. Qui sont à la tête d'un abattoir / usine de viande qui s'appelle Rupture Farms. Abe passe le balai, c'est un esclave. Donc un soir, il tombe sur une réunion des glucons qui sont en train d'analyser leurs produits et tout, c'est-à-dire les sandwichs qui sortent et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus assez de viande pour continuer à faire leur métier. C'est comme ça qu'en fait, ils décident d'utiliser les congénères de la race de Abe pour faire un nouveau sandwich. C'est ce qui est écrit sur sa fiche, en fait. Oui, mais je la vois à distance. Et par contre, parallèle avec le film Soleil Vert. Voilà, Soleil Vert qui est la même histoire, sauf que pour régler le problème du vieillissement, de la surpopulation, on bouffe les vieux. Ça démarre. On bouffe les employés, par contre. D'accord. Et donc Abe va décider de s'évader en fait, et en s'évadant, il va essayer de rameuter ses congénères. Et c'est le but du jeu en fait, c'est de faire évader ses potes, et en fonction de ça, on aura une bonne fin ou une mauvaise fin, quoi. Tu parlais de plusieurs jeux. Oddworld Inhabitants, ceux qui ont développé le jeu, voulaient faire un héros par jeu en fait. Mais Abe a tellement plu qu'ils ont fait une suite qui s'appelle l'Exode d'Abe. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur projet parce que les jeux ont eu un succès critique assez bon, mais au niveau des ventes, ça n'a pas marché du tout, quoi. Mais le gameplay est assez sympa du jeu. En fait, le gameplay, c'est un peu de la plateforme énigme, en fait, où souvent tu arrives dans un tableau et tu vas devoir réfléchir à comment, par exemple, c'est des tableaux à 2 niveaux, par exemple, et comme Abe peut prendre possession du corps des ennemis, notamment des ennemis mécaniques, il peut prendre possession de leur corps et aller activer des leviers, par exemple, qui vont faire... Donc, c'est des énigmes, des tableaux, c'est assez difficile. Hein, c'est assez difficile quand même. Passer un moment, ça devient assez chaud quand même. Parce que c'est le point fort du jeu, ça c'est le système qu'ils ont créé, qui s'appelle ça le système Alive. Donc c'est un acronyme, ça s'appelle Aware Life Forms in Virtual Entertainment.
Et donc ça s'appelle, ils appellent ça vulgairement le game speak. C'est-à-dire avec Abe, on déplace son personnage et on peut parler à ses congénères qui sont en train de faire des tâches répétitives, tout ça, vu qu'ils sont des esclaves. Et donc on leur dit, ouais, suis-moi, viens avec moi. On les fait déplacer, on les fait activer des objets. Et aussi la possession aussi, c'est-à-dire quand on croise des méchants, on peut les posséder. On peut posséder les ennemis. Et le but, voilà, c'est quand tu croises un de tes alliés, tu essayes de l'amener à un portail de sortie. Un peu comme un Lemmings et tout, mais ça. un peu plus élaboré, quoi. Un peu plus élaboré. Voilà. C'est assez dur parce que voilà, ils sont planqués dans des zones un peu cachées, quoi, dans des niveaux. Je vois même que le jeu est super dur. J'aurais tendance à dire. Ça, c'est le gros défaut du jeu, c'est qu'en fait, voilà, le jeu est super dur parce que les points de sauvegarde sont super éloignés. Je me souviens plus si vraiment il y avait de système de sauvegarde. Non, c'est pas ça. C'est du système de sauvegarde, il y en a un. Mais il n'y a pas de système. Je crois pas qu'il y avait de système de sauvegarde où tu enregistres. Si. Mais c'était des checkpoints en fait. Oui, c'est des checkpoints. Voilà, c'est pas de la sauvegarde classique. Non. C'est vrai que la qualité graphique permet encore d'y rejouer assez facilement maintenant. Assez facilement. Le jeu est dur. Ils parlaient de faire un remake HD, je sais pas s'ils l'ont fait actuellement. C'est la mode de faire tous les remakes HD en ce moment, de toute façon. Mais le truc, si on le resitue dans l'époque, dans le contexte graphique et tout, pour 97, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. C'est vraiment un très très joli. Pour un truc du siècle dernier, on peut dire que c'est. Et de 1997, on va aller encore plus loin dans le temps avec les années folles, puisque nous avons suivi Stéphane, notre chroniqueur GN, justement au cœur d'un GN Murder Party. Alors va-t-il être tué par le colonel Moutarde dans la bibliothèque? Réponse après ça. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Bienvenue dans la rubrique Inside. Aujourd'hui, vous serez en compagnie de Camille derrière la caméra et de moi, Stéphane, et je vous amène dans un GN. Cette fois-ci, pas de post-apo, on passe aux années 20. On part pour une murder party, un huis clos policier et campagnard pour 13 à 15 personnes, et nous avons quitté les terres canoises pour nous rendre dans le nord, à Comte. Donc ce soir, 13 à 15 participants vont se réunir, incarner des rôles, essayer de trouver qui est le meurtrier parmi eux, puisque nous parlons d'une murder party. Dès le départ, il y aura un crime, et Camille et moi enquêterons avec les autres participants. Suivez-moi, la suite à l'intérieur. Attention, changement de veste, changement de chat. Ah ouais, ça fait plus détective français là. T'en as vu des hommes en train de se changer? Oh oui. C'est mardi, toi, Laurent. Je te l'avais dit qu'on aurait un spectacle de claquettes à un moment ou à un autre. Ça va être la classe. Faire comme ça, c'est... Attends. Allez, c'est pas le tout de se marrer, il est temps de se changer pour notre équipe aussi. Plongeons dans les folles années de l'entre-deux-guerres. Parés, les joueurs, eux, sont fin prêts. Un chapeau, des billets, quelques infos bien utiles sur l'époque, et on entame le dernier débrief en costume. Un gramme de cocaïne entre 10 et 15 francs. C'est précisé ça. Ouais. Bon, vous êtes déjà bien mis dans le rôle, etc. Donc, il faut bien penser que ce que vous allez faire ce soir, c'est pas vous, c'est votre personnage qui le fait. Et que votre personnage est tout à fait aussi dans la capacité de mourir. Autant mettre les choses au clair tout de suite, c'est possible. Tous en scène, c'est l'heure du spectacle, du jeu. Gendarmerie d'Étretat, ouvrez la porte s'il vous plaît. Attendez, mais au fait, qu'est-ce qui se passe là? Vous venez de voir les gendarmes entrer à l'intérieur de la pension. Étretat est une ville où il ne se passe jamais rien. Aussi, nous sommes très surpris quand nous voyons 3 gendarmes sauter dans leur véhicule et partir à toute blinde. Camille prend ses clés, on part tout de suite, on saute dans la voiture et on suit les gendarmes en quête d'un scoop. Nous voici devant la porte de la pension Saint-Sauveur et nous allons mener notre enquête nous aussi. Vous êtes le capitaine, j'imagine? Oui. Enchanté. Pouvez-vous s'il vous plaît laisser l'eau à chauffer si vous ne voulez pas qu'on rentre, on ne rentre pas mais vous... On souhaite faire un papier sur la police, son efficacité, on nous l'a beaucoup vendu. Oh mon Dieu! Non, pour l'instant vous filmez pas. Arrêt de cœur. Un arrêt cardiaque? Coagulation. Nous sommes reporters pour le journal L'Illustration. On était de passage à Étretat pour un reportage sur la police et c'est son efficacité qui nous a été vantée. On vient à peine d'arriver, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce qui s'est produit? J'ai entendu Bernard crier dans l'escalier. M'appeler. Alors je suis descendue et j'ai trouvé Firmin par terre allongé, comme vous l'avez vu. Firmin au pied? Oui. Eh merde. On va poser les affaires, on va commencer à s'installer. On est parti pour passer la nuit ici. Il est mort. Vous avez vu quelque chose? Retournez vous asseoir pour le moment. Qu'est-ce que tu regardes? La liste des habitants. Antonin Pelletier. Et on a leur date de résidence. Firmin Taupier était dans la chambre 7. Dans une murder party, les premières minutes sont décisives. Ensuite, les indices ont tendance à s'évaporer. Comme la police n'a pas l'air prête à partager ses infos, Stéphane prend les devants.
Pendant que le capitaine est occupé ailleurs avec les résidents, il note tout, inspecte les lieux en détail et commence à remplir ses poches d'indices et de clés, discrètement bien sûr. Là, on est dans un GN policier classique. Si tu regardes partout autour, tout le monde est en train de comploter. Le criminel est quelque part. Observation, confrontation, analyse. Tu devrais appeler le capitaine pour nous. Il y a un sac ici et je n'arrive pas à savoir à qui il appartient. Personne ne semble identifié comme le sien. Madame Pillon, j'ai une question. Le sac qui se trouve là, vous savez à qui il appartient? Oui, sergent. Non? Capitaine, nous avons un sac ici dont nous ignorons à qui il appartient. Il est peut-être à la victime. Personne ne le reconnaît comme le sien. Si vous m'excusez, je vais aller voir ce qui se produit là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est attaqué à moi, il présumait que... il a eu une aventure avec sa femme. C'est quoi? Enfin, un rendez-vous, une femme enceinte. Comment je pourrais avoir une aventure avec une femme enceinte? En l'occurrence, il y a une femme qui manipule tous les gars de la maison qui n'est pas enceinte. C'est comme ça que ça s'est arrangé finalement. Oh vous, hein. Quoi? Quoi vous? J'en manipule un, puis j'en manipule un autre. J'en amène deux qui vont aller se battre ensemble. On va enfin pouvoir jeter un œil à la chambre 2. Ayant subtilisé plutôt les clés de plusieurs chambres, nos investigateurs s'éclipsent pour mener leur enquête à l'étage. La semaine prochaine, nous suivrons nos reporters encore plus loin dans l'horreur, du suspense, de l'intrigue, des actes de courage. Barrons-nous. Voilà, Stéphane est encore en vie dans ce GN Murder Party. Va-t-il claquer lors des 2 prochains épisodes? Et bien alors ça va vous obliger à nous regarder non-stop. Et en attendant, on va regarder RL. Rubrique culture japonaise avec RL. Maintenant, on va parler de poupées, et pas n'importe quoi, des poupées qui se mettent sur la gueule. Tout ça dans un univers influencé par Alice au Pays des Merveilles et par la mode un peu gothique Lolita. Donc on va voir des images de suite, ce qui vont nous permettre de découvrir la superbe musique du groupe Ali Project qui a fait tous les openings. Et non pas d'Iron Maiden. Non. J'allais me demander si ça avait un rapport. Voilà, c'est elles aussi qui ont fait l'opening de Noir, qui est très très connu en France. L'opening, on peut dire le générique pour éviter de... Voilà. Oh là là, les puristes, monsieur. On peut dire ils ont fait les main credits. C'est une série qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle a eu donc, un premier opus en manga. Il y a eu un petit souci en fait avec la publication du manga, il a été un petit peu écourté, le tome 8 a été réduit à 90 pages. Oh la vache, moi je me souviens j'étais vénère ce jour-là. Ah non mais moi j'étais vénère, ouais. Et en fait ça a été repris par un autre magazine qui a relancé les prépublications avec un one-shot et puis une nouvelle série qui est actuellement en 7 tomes, qui est toujours en cours, donc depuis 2002 la série ne s'arrête pas. Ça marche? Ça marche vachement bien, il y a une première série de 12 épisodes, une deuxième série de 12 épisodes, des OAV, il y a des produits dérivés, moulons, un jeu de baston. Boulant? Ouais, non mais... Il y a 24 épisodes. Ils ont fait 24 épisodes. Donc là, ça fait 24 épisodes plus 2 OAV. Il y a eu un problème, et ça a été réduit. Non, en fait, alors... Il n'y a pas trop de détails parce qu'il est arrivé chez les japonais, tu vois, dire voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a eu un litige avec le premier magazine de prépublication. Alors après, pourquoi? Tu vois, on sait pas trop, mais voilà, donc ça a été repris. Bah oui, ça marchait puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a repris et qui l'a relancé derrière. Donc pour la petite histoire quand même, ça parle de Jun, donc c'est un hikikomori, un mec qui sort jamais de chez lui, un gros no life en fait, voilà. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Non, parce que je regarde comme ça. Barbu avec des chemises cheloues, mais c'est pas toi. Mais c'est pas toi. Mon nom de famille, c'est hikikomori. Et en fait, son truc c'est de commander des caguettes sur internet, quoi. Il commande des trucs de poupées vaudou, machin. Et puis mais c'est quoi ce dialecte du sud là? Mais c'est raciste du vocabulaire. Et un jour, il reçoit une poupée qu'il n'a pas commandée, donc il comprend pas, il ouvre et en fait, la poupée prend vie. Et il s'avère qu'elle fait partie d'une série de 7 poupées qui se battent pour gagner le jeu d'Alice. En fait, ce jeu va leur permettre de rencontrer leurs créateurs. Elles ont été créées déjà plus d'un siècle. C'est des poupées qui sont à la recherche d'elles-mêmes, en fait, enfin de leur créateur. Ça me fait penser à Blade Runner, moi. Ça a l'air mignon. Ah ouais, non, Blade Runner, ça a pas l'air mignon du coup, mais c'est vrai que c'est pas mignon du tout. À la base, Peach Pit, les auteurs qui ont travaillé sur Zombieland, Deers ou plus récemment Hélas Shugoka, elles travaillent d'habitude pour du shonen, pour un public de garçons. Et du coup, ça se voit parce que c'est en gros le héros, il en prend mais plein la tête. Elles sont vraiment mais insupportables, hargneuses. Et elles passent leur temps à l'insulter. Il se fait traiter de minus, de minable.
Non, non, c'est plutôt pour les garçons en fait. Les garçons maso alors. Voilà, ou les garçons qui aiment les jupettes, je ne sais pas. Et derrière le jeu de baston, c'est quoi? C'est toutes les poupées qui se foutent sur la gueule? Et voilà, tu retrouves les personnages et donc elles se combattent. Il y a aussi des vraies poupées de collection. C'est du merchandising en fait. C'est du merchandising. Comme on a pu parler ici des poupées Puppet Master. Mais tout est source de merchandising normalement. Au Japon, tu fais une série, tu vas avoir toutes les déclinaisons possibles. Et donc voilà, après ça va pas mal parler aussi de l'âme des objets, comme un peu on retrouve dans le Ghost in the Shell Innocence le 2, où on se demande si est-ce que les objets peuvent avoir une âme, est-ce qu'ils peuvent avoir une vie, et donc cette série va aussi pas mal jouer là-dessus. Ça se rapproche de Blade Runner, Ghost in the Shell 2. Oui, ouais, voilà. carrément. Mais non, mais c'est pour ça qu'en fait c'est pas tout à fait faux ce qu'il disait. Ouais. Pour une fois. C'est gentil. Voilà. 3 minutes après. Au moment où je t'ai insulté, j'avais peut-être tort en fait. Ça lui a fait beaucoup de mal de le dire. Ça fait 3 minutes, elle est là. Il a raison, il a raison. Je vais cracher. Donc là, en fait, la première série en manga est disponible en France, ainsi que l'intégrale vidéo. Et la deuxième série, j'aimerais bien qu'elle sorte, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien avoir la suite. Sinon, tant pis, je vais lire en japonais. Et puis voilà. Hein. Mais écoute, sinon Laurent te l'écrira. Je te traduirai, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, en parlant de poupées, justement, on va rencontrer le créateur de Critters 2. Est-ce que vous avez vu ce film? Ah, chef-d'œuvre. Voilà, donc Mick Garris. Michel Garry. Pour nous. Ou Michel Garry, effectivement. Michel Garry, rien que pour nous, c'est non plus ou moins geek. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Attention, âme sensible. Il va y avoir des portes qui claquent, des bestioles pas sympas du tout, des aliens belliqueux. Et derrière tout cela, un réalisateur, un seul, lui, Mick Garris, à qui on doit une longue collaboration avec Stephen King. Il a pu rencontrer une multitude de maîtres du genre, à commencer par Steven Spielberg. Well, I started out as a writer, and Steven Spielberg was the first person to hire me to write for Amazing Stories, the TV series. And people were offering me a lot of different things as a writer, as a director, and that was the first feature film that was offered to me because I'd done Amazing Stories, and Critters has kind of a Spielberg feel to it. And because I worked for Spielberg, they thought I would be the right guy. And it was a lot of fun. I love that movie. I went back. They had a screening last year in Chicago of a bunch of 80s classic movies. And it was a giant old theater in Chicago filled with 800 people. And it was a huge response. It was laughter and jumps and screams. And it was one of the most fun things I've ever done. Critters 2, the main course. In 1960, Alfred Hitchcock created a film that is perhaps the most terrifying thriller of all time. Vous connaissez bien sûr Psychose d'Alfred Hitchcock, mais il a eu de nombreuses suites, dont l'épisode 4 que Mick a réalisé. Well, a lot of the things we did with Psycho 4 had strong antecedents from the first Psycho. The script was by the same man, Joseph Stefano, who wrote the original Psycho. The producer was Hilton Green, who was Hitchcock's first assistant director on the original Psycho. I had so much respect for it. You know, Psycho is one of the great movies of all time, not just one of the great horror movies of all time. So getting an opportunity to work on this project with this script and with Tony Perkins, who had done the 3 previous Psycho movies, and Tony had directed Psycho 3. So it was a really great opportunity to do that. It was a little intimidating, but I think it turned out really well. And Tony was a very challenging actor, but a very intelligent actor. He knew Norman Bates better than anybody. But so he was a little wary during the production of the film, but by the time it ended, he just went on and on about how happy he was with it. So he kept saying, Hitchcock would love this. Wow, that's nice. Hitchcock n'est pas le seul fait d'armes de Garris, puisqu'il travaille ensuite sur de nombreuses adaptations télé des romans et nouvelles de Stephen King. Le Fléau, alias The Stand, un post-apo, également une relecture de Shining, dont King a toujours détesté la version de Stanley Kubrick, ou encore Bag of Bones, alias Sac d'os. The first time we ever met was on Sleepwalkers. We'd talked on the phone and we would talk about script changes and this and that, and then when it ended, we watched the film together in a private screening room in New York, just me and him and his wife. And he loved it. He just had the best time. And so when it came time to do The Stand, he asked me if I would do it. And then The Shining followed that. We became good friends on The Stand and have been ever since. Et pour Shining? Actually, I was very naive.
And I thought, oh, we're making a new version. We're doing a version that's close to the book that was written by Stephen King. So I never thought it would be difficult. And then it became clear way before we started production. I talked to Gary Sinise and said, what would you think about playing Jack Torrance in The Shining? And he said, well, I would hate to step into Mr. Nicholson's shoes. And I go, oh, I didn't think about that. So it was very difficult. And we were 3 days away from shooting, and we still had not cast Jack Torrance. And so Steven Weber came in to read, and he was fantastic and not intimidated by the idea because he knew he was doing something completely different than what Nicholson did. Mick Garris a aussi donné dans la série télé avec Masters of Horror. Le principe, des histoires horribles mises en scène par des réalisateurs cultes. Mais comment est née cette idée? It came out of a series of dinners that I had put together. Because a lot of us are friends. We run into each other at festivals like this one or at conventions. And everybody would always say, you know, we all ought to get together for dinner one day. Finally, we did it, and we had 12 directors there at a restaurant in Los Angeles. And we had a great time, and the title came as a joke. There was a table next to ours in the restaurant where someone was celebrating their birthday. And so they started singing Happy Birthday, and we all joined in and sang Happy Birthday. And at the end of it, Guillermo del Toro stands up and says, the Masters of Horror wish you a happy birthday. And so we all laughed and thought it was funny, and then we thought, Masters of Horror is a pretty good title when we decided to do the series. What was great is that everybody got to make them their way without any creative interference. We wanted them to all have a different style. And I like all of them for different reasons, and I could not be happier with how that show turned out. It could have been a disaster, but it wasn't. It turned out to be probably the most creatively fulfilling job of my life so far. On notera entre autres le Jennifer de Dario Argento, le maître italien. Enfin, maître à son époque, parce que maintenant, quand tu vois son Dracula, oh la gueule. Non, pardon, j'ai rien dit. Voilà Mick Garris qui est donc un des créateurs de la série Masters of Horror. Toi, tu avais un épisode, je crois, préféré? Cigarette Burns, de Carpenter. Et Rurik, toi, tu les as vus aussi? Je les ai vus, sauf la saison 2, malheureusement, mais j'aime pas le Coscarelli, voilà, je veux dire. Alors que j'aime beaucoup ce réal, mais j'aime pas le Coscarelli. Pourtant, c'est celui Incident of... pourtant, c'est un scénar de Joe Lansdale qui est un de mes auteurs préférés et dont je parlerai un jour. J'avais lu le Drive-In, je trouvais ça chiant, voilà. Ouais. Petit fight, hein, comme ça. Ah là là, il y a de la tension sur ce plateau. C'est très très violent. Allez, c'est à moi de jouer cette fois-ci. Je vous emmène en 2003. Rubrique série télé avec David. Voilà, émission diffusée en 2003 jusque 2006. C'est Arrested Development, c'est diffusé sur la Fox. C'est une grande chaîne de séries télé. Il y a 3 saisons, 53 épisodes et c'est une véritable histoire de la télévision. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont vous rappeler pas mal de souvenirs. On va commencer avec une petite vidéo pour vous voyez un petit peu l'esprit de la chose. Arrested Development. Donc voilà, c'est la famille Bluth. Le pitch, il est archi simple. C'est Michael Bluth qui hérite en fait de la société de son père qui est en ce moment derrière les barreaux parce qu'il a fait des escroqueries énormes. Et il va devoir se farcir, on peut carrément le dire comme ça, toute sa famille. Et ils sont tous complètement tarés, pour reprendre une expression de Rurik. Cette famille, tu as Tobias, c'est le beau-frère qui lui rêve d'être comédien et veut rentrer dans le Blue Man Group. C'est le groupe américain de mecs en bleu. C'est le groupe qui s'ignore aussi. Il y a plein de oui. C'est hyper et il déteste qu'on le voit nu. Donc ça, c'est très drôle. Il y a des scènes qui sont absolument énormes. Short aussi, il a des shorts moulants. Moi, c'est l'inverse. J'aime bien qu'on me voit nu. Mais nous, on aime moins par contre. Dans les autres personnages, il y a le personnage de Job, c'est le grand frère. Alors c'est une sorte d'apprenti magicien complètement raté, complètement loser. Il se promène toujours en Segway. C'est ce petit appareil là complètement hallucinant. Et le créateur du Segway, d'ailleurs, mort sur un Segway. Il a toujours des colombes en plus, je crois, non? Bien sûr, il a tout attiré du... Mais il y a un truc, à un moment, il fait un tour de magie où il veut faire disparaître le yacht de son père. Donc il y a un énorme drap qui est tendu au bord de la marina. Et d'un coup, t'entends... Et tu vois une énorme explosion. Et lui dit, mince zut, on la voit l'explosion. Enfin voilà, c'est complètement absurde. Je disais, c'est une vraie histoire de télé parce que derrière, le créateur, c'est Mitch
Mitchell Hitwis, qui avait notamment bossé sur Les Craquantes, donc c'est un grand auteur de sitcom US très habitué. Et l'autre, c'est Ron Howard, donc, qui était aussi donc, le Richie de Happy Days, mais qui est aussi le réalisateur d'Apollo 13, de Cocoon, donc c'était déjà un truc assez énorme. Et ils ont donc cette idée, et puis du coup, ils vont réunir un cast assez hallucinant, puisqu'il y a Jason Bateman, qu'on avait vu notamment dans La Petite Maison dans la Prairie. Qui ne sort que la nuit d'ailleurs, je crois. Ça revient super loin. Donc voilà, donc tout ce petit bon monde va bosser sur cette série. C'est filmé comme un documentaire. Il y a une voix off, qui est celle d'ailleurs de Ron Howard. Et qui fait des interactions en plus des fois la voix. Qui fait des interactions et qui toutes les insultes sont bipées. Donc c'est vraiment les codes du documentaire. C'est hyper drôle. Et à la fin de chaque épisode, il y a un coming next. C'est-à-dire on va voir quelques scènes qu'on verra peut-être dans le prochain épisode, sauf qu'on les voit jamais dans le prochain épisode. Donc voilà, c'est complètement tordu. Malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. Au bout de la 3e saison, on leur dit écoutez les gars, ça marche pas. Au revoir tout le monde. Au point que tout l'arrêt de la série est intégré dans les scénarios. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la saison 3, plus t'avances, plus ils regardent les cadres en disant de toute façon ça va bientôt s'arrêter là c'est super. Le truc. C'est très très drôle. On parle même d'une adaptation long métrage dans le script, donc ça c'est extrêmement drôle. Mais la série s'arrête malgré qu'elle ait été nommée notamment dans les 100 meilleurs films par le Times Magazine. Donc film, excusez-moi, série bien évidemment. Nous avions rectifié. Vous avez tous rectifié. Ça va reprendre là, c'est ça. Le film est prévu, hein. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est une vraie histoire complètement folle de la télé parce que la série va avoir aussi beaucoup de fans. Il y a quand même 2 des comédiens principaux qui vont devenir des énormes d'Hollywood. Il y a Michael Cera qui joue George Michael Jr. Ça c'est très drôle aussi. Oui. Voilà, il y a Jason Bateman qui a joué dans Comment tuer mon boss. Et effectivement Netflix qui est la plus grosse plateforme de streaming et de vidéo à la demande sur Internet aux États-Unis. A décidé de réinjecter de l'argent et c'est parti pour une nouvelle saison. Ça me faisait penser tout à l'heure, un petit clin d'œil, tu disais qu'il y avait toujours Coming Next avec des scènes qu'on ne verra jamais. Ça me faisait penser à la série qui avait donné lieu après à Y a-t-il un flic pour sauver machin qui s'appelle Police Squad, où tu avais toujours le pré-générique, c'était et la guest star d'aujourd'hui, William Shatner, et le mec mourait tout de suite. Tué par un gars, tu le voyais plus. Eh ben écoute, si t'adores cet humour-là, Arrested Development, c'est vraiment et j'adore cet humour-là. C'est plus fin quand même que du Zaz, là, du Zucker Abraham Zucker. C'est quand même monsieur qui lit des livres, ça va. Nous c'est le peuple. Non, mais c'est hyper rigolo, vraiment. C'est une des séries les plus drôles que j'ai. Vous voulez dire que ça vous a arraché un rictus? Léger rictus. Voilà, et je vous propose qu'on revienne sur les poupées, parce qu'on n'en a peut-être pas eu assez finalement. Revenir sur les poupées. On est d'accord. Avec une enquête qui a été pilotée par RL. RL, tu as piloté une enquête geek, c'est tout de suite. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Quand on parle de poupées en Occident, on pense surtout à toutes ces figurines de plastique avec lesquelles jouent les petites filles, allant du poupon aux blondes décolorées et superficielles qui ne feront jamais Harvard. Bien entendu, ces jouets existent également au Japon. Mais il y a une autre catégorie, celle des poupées de collection, issues d'une longue tradition de près de 1000 ans et dont l'existence n'est pas dénuée de sens. Nous avons donc rencontré quelques spécialistes à Japan Expo pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Daruma Ina Ningyo Kokeshi. Oula, il fait un petit peu flipper celui-là. 以前はおもちゃでしたけれども、今は主に、デコレーションdans une chambre. La poupée au Japon, il y a une culture de la poupée que nous ne connaissons pas en Occident. La poupée au Japon est avant toute chose quelque chose qui a une inspiration spirituelle, qui a une histoire, une philosophie. Et ça vaut pour tous les types de poupées. Les poupées japonaises auraient-elles une âme? Je vous laisse méditer sur la question. 日本では主にそのひな祭りと端午の節句が有名です。で、それは3月3日はひな祭りは女の子の節句で、5月5日の方が端午の節句です。そちらは男の子のお祭りになります。で、その人形はその子供がその災いをかからないように、降りかからないように、その人形に願いを込めて作られました。その病気をしないようにとか、安全でいられるようにとか、そういう役割を果たしてます。Oh, j'aurais jamais cru que les poupées soient bonnes pour la santé. Non, vraiment, j'aurais pas pensé.
あとひな祭りで流しびなっていうものとかもあったりするんですけど、それは紙で作られた人形を川に流してその災いを払うっていう意味があります。Certaines poupées, comme celle de Hina Matsuri, peuvent être très onéreuses. Ainsi, on les conserve précieusement entre deux fêtes. Mais ce n'est pas le cas de Daruma, la figurine énucléée. Berk. だるまは、縁起物なんですけれども、この眉毛とひげが実は鶴と亀の形をしてるんです。つまり、長生き不老長寿を表してます。で、丸い姿っていうのは家内円満裕福っていう意味がありまして、で睨んでる顔は厄難を寄せつけない、悪いものを寄せつけない。だここの中に全部縁起のいいものが詰まってるんですけれども、でも一番のポイントは目なんですね。彼は今2つ目が入っていないけれども、1つ願いを込めながら、このだるまをもらった人が願いを込めて目を入れるんです。でもし願いが叶ったらもう片方目を入れるんですね。つまりもし自分の夢とか希望を諦めてしまったら、このだるまはずっと一つだけの目になっちゃうんです。それってかわいそうじゃないですか。だからこの子を見て、なんかちょっと諦めようかなと思っても、ダメ頑張ろう、常に自分を、モチベート。であともう一つ、だるまって倒して必ず起き上がるんですそうだからこう気持ちがダウンしても必ず起きる、七転び八起きって7回転んでも8回起き上がるって意味があるんですけれども、だるまは七転び八起きだから Never give up の精神でみんなで頑張ろう、そういう気持ちを思い出させてくれるのがだるまなんです。だから誰か困ってる人がいたら頑張ってねってだるまをプレゼントしたりするととても喜ばれる。Voilà, il ne reste plus qu'à faire votre choix. Les poupées Kokeshi, grâce à leur design simple et mignon, ont gagné une très grande popularité en France ces dernières années, à la fois dans la littérature jeunesse et dans la création de produits dérivés. D'ailleurs, personne n'aurait vu mon agenda, non? Il était rose avec des... Non, chut, tu n'as rien entendu de ce que je viens de dire. Récemment venus d'Asie et à mi-chemin entre la poupée de collection et la figurine, les Ball Jointed Dolls, ou BJD pour les intimes, peut-être en avez-vous déjà une chez vous? Moi, en tout cas, on en parlera une prochaine fois. Voilà, non, je garde mon petit jardin secret. Sur les poupées, alors c'est... Voilà, les nouvelles poupées, comme je parlais tout à l'heure, les Ball Jointed Dolls qui sont très à la mode, que je photographie moi-même. Et pas les poupées gonflables de Rurik, bien sûr. Qui les photographie quand même. D'ailleurs, j'ai quelques clichés. Allez, je ne sais pas s'il se photographie quand il est tout seul, mais on retrouve Stéphane Gallo pour la rubrique Jeux de rôle, jeux de plateau. Et cette fois-ci, il va s'intéresser au loup-garou de Tiercelieu. Rubrique Jeux de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique Jeux de rôle, jeux de plateau. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un petit village en proie à un terrible problème de loup-garou. Je parle bien entendu du jeu Les loups-garous de Tiercelieu, un petit jeu très sympathique et très simple qui permet de faire jouer de grands groupes de joueurs, même jeunes. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, le loup-garou est déjà devenu un classique et il est très pratiqué dans les colonies de vacances. Si toutefois vous ne le connaissez pas, en voici les bases et un exemple de partie. Un joueur tient le rôle de narrateur, meneur de jeu. Il va animer la partie et pour le moment, il distribue face cachée des cartes aux autres joueurs assemblés. Les joueurs sont tous des habitants d'un petit village rural, mais leur carte peut leur assigner un second rôle. La plupart des joueurs seront des villageois lambda, mais quelques-uns auront des pouvoirs spécifiques et surtout, l'un d'entre eux sera le loup-garou. Le jeu s'organise en 2 phases, jour et nuit. Chaque phase de nuit, les loups-garous vont s'éveiller et choisir un villageois à dévorer. Le joueur désigné sera éliminé. Chaque jour, les villageois vont tenter de déterminer qui sont les lycanthropes parmi eux et ils vont jeter un pauvre hare au bûcher en espérant ainsi se purger de la menace. Il est donc très important au loup-garou de savoir mentir et bluffer pour sauver sa vie pendant les phases de jour, surtout si l'on est un coupable. L'objectif des loups est de tuer tous les villageois, l'objectif des villageois est de survivre en éliminant les loups. C'est donc on ne peut plus simple. À 7 joueurs, nous n'aurons qu'un seul loup dans le village. Les cartes sont allouées, chacun a pris connaissance de son rôle en secret, la partie commence. Le meneur de jeu annonce aux joueurs que la nuit tombe. Tous les participants doivent fermer les yeux. Puis, le meneur
demande au loup-garou de se réveiller. Le joueur concerné doit ouvrir les yeux et il s'agit de Leslie. Elle va désigner sa victime pour cette phase. Durant ce tour, un personnage spécial, la petite fille, a également le droit d'ouvrir les yeux pour tenter de découvrir l'identité du loup. Gare à elle si elle se fait prendre. Le loup hésite quant à sa cible. Pendant ce temps, le meneur fait un très bon travail puisqu'il veille à parler dans différentes directions, se déplace et fait tout pour ne pas faire savoir où se trouve le loup et à qui il s'adresse. Et pendant la petite fille vient d'être repérée, c'est Robin qui a cruellement manqué de discrétion. Leslie, le loup, a du mal à ne pas rire, mais son choix est maintenant fait. Elle le désigne et confirme, elle referme les yeux, le meneur éveille le village. Les villageois se regardent et découvrent tous ensemble l'identité de la victime de la nuit, Robin. Après 10 minutes de discussion, les villageois sont sûrs de leur coup, John et le loup. D'ailleurs, il a cafouillé en tentant de se défendre. Nelly est catégorique, elle l'a entendu bouger pendant la nuit. Les villageois le désignent à la quasi-unanimité et John part au bûcher. Il révèle sa carte. Grande déception pour les villageois qui viennent de brûler un des leurs. Le meneur annonce que la nuit tombe, tous les personnages ferment les yeux. Un autre personnage spécial va pouvoir faire son entrée, la voyante. Le village endormi, le meneur demande à la voyante de s'éveiller. Celle-ci peut enquêter en secret sur un des villageois et découvrir sa véritable identité. Elle indique sa cible du soir. Beau travail du meneur au passage, qui continue à semer le doute en tripotant différentes zones de la table, et l'enquête de la voyante vise Nelly. Nelly, qui se révèle n'être qu'une simple villageoise. La voyante se rendort sur le signal du meneur, puis le loup-garou s'éveille, il va désigner sa victime du soir. De longs débats opposent les villageois qui ne savent pas qui brûler. Il faut dire que Leslie se défend bien et qu'elle accuse Pauline. De son côté, Henri hésite. Le débat dure déjà depuis un moment et Leslie a réussi à mettre le doute autour de la table. Soudain, énorme faute de Leslie qui vient de faire un affreux lapsus avec son « mais croyez-moi, je ne suis pas un villageois », un geste absolument superbe. Leslie est immédiatement désignée par ses petits camarades et elle est conduite au bûcher. Elle doit révéler sa carte et les villageois peuvent évidemment fêter leur victoire. Les voici libérés de la menace lycanthrope. Le meneur rappelle les joueurs morts autour de la table, prêts pour une autre partie. Précisons aussi que quand on enregistre cette émission, des fois le soir, soit on écoute Rurik qui nous chante des petites chansons d'amour avec sa gratte au bord de la piscine, puisqu'on est logé dans des hôtels magnifiques, rappelons-le, ou alors on joue au loup-garou, puisque Stéphane... Oui, voilà. Non, mais Laurent est un très gros fourbe en fait. Oui. Laurent, c'est un escroc du loup-garou. Non, j'avais jamais joué, au grand étonnement de Yumi, qui quoi, t'as jamais joué? Je n'avais jamais joué et je me suis découvert une espèce de passion pour ce jeu. Des soirées épiques. Ouais. Voilà. C'est vrai que t'as une tête de loup-garou maintenant. Épique et non épilé. Et justement, Laurent, on va enchaîner avec toi. Épique et non épilé, c'est énorme. Rubrique BD et romans avec Laurent. Oui, alors moi je vais parler d'un auteur que j'adore qui a œuvré dans les années 80, notamment dans Métal Hurlant, qui s'appelle Yves Chaland. Et on va voir quelques images. Voilà, c'est l'héritier de la ligne Leclerc, voilà. Ah, puis donc Alors, interro surprise les gars, et la fille, ligne claire c'est quoi? L'autre fois on a vu un mec nous en a parlé. On l'a vu déjà. Alors la ligne claire c'est des traits qui commencent et qui finissent avec des couleurs à plat. Et pas de hachures. Et pas de hachures, parce que les hachures c'est... Voilà. Fressino 18, c'est bon. Donc voilà. Alors, et là on voit clairement que ça reprend tout à fait ce que tu as dit là. Ça reprend les codes, tout à fait. Sauf que ça c'est dans les années 80. Chaland il est fan de JG, de Tillieux. Il a même dessiné une petite histoire qui reprend la vie de Tillieux, voilà. Et il bosse dans Métal Hurlant qui est un truc de SF. Est-ce que tu pourrais dire par là que la ligne claire ça a quelque chose qui appâte le chaland? Oh là là. Je n'ai pas de premier prix de la balle. Je suis désolé, j'ai qu'un Gonzo de la honte. Tiens, je t'offre Piggy la cochonne. Ah merci. Piggy la cochonne, ça me va très bien. Donc Chaland il bosse dans Métal.
Et lui, son trip, c'est la BD des années 50, voilà, de Linkler. Et c'est la Belgique qu'il n'a jamais connue, une espèce de Belgique qu'il fantasme parce qu'elle n'existe plus. Celle de l'Atomium, celle du Gaston dans les années 50. Celle des frites, enfin tout ça. Voilà. Celle où Hergé faisait des albums Tintin au Congo qui sont maintenant décriés ou pas? Non, mais par exemple, Tintin vivait à Bruxelles, quoi. On reconnaît l'architecture de Bruxelles. Et ça le fait kiffer, Chaland. Donc il fait ça. Il fait des espèces de BD des années 50, mais avec le regard d'un auteur des années 80. Ça, c'est vraiment marrant, ça. Du coup, ça donne des trucs assez rigolos. Son personnage s'appelle Freddy Lombard, le personnage dont je vais vous parler. Freddy Lombard, un hommage évidemment aux éditions du Lombard. Et à Freddy Krueger. Oui, évidemment. Okay. C'est une espèce de décalque de Spirou. Donc il est accompagné aussi de son Fantasio et de sa sécotine. Et lui, il vit des aventures qui sont modernes. Les scénars n'ont rien à voir avec les scénars pour enfants des années 50. Par exemple, il y a La Comète de Carthage, qui est une espèce de remake de Salammbô, déjà le truc... bien barré et avec une histoire de comète qui Salammbô de Flaubert. Ouais, évidemment. Qui se passe à Cassis. Dis donc, vous avez vu, on a quand même réussi à mettre Flaubert dans Plus ou moins geek. Et donc c'est une histoire improbable, assez dure à comprendre, mais c'est très très beau. Mais du coup c'est pas du tout pour les enfants. Avec cette espèce de dessin enfantin, il y a un décalage comme ça, ce qu'on appelle du postmodernisme. Hurlant, c'était pas un truc pour les. Moi quand j'étais enfant, je le lisais, mais c'était pas un truc pour les enfants. Pas du tout, pas du tout. Et du coup l'influence années 50, en fait, elle est marquée avec quoi? Elle est marquée par la façon dont il dessine les meubles, par exemple, qui sont très datés. Le trait lui-même, la ligne claire, c'est années 50. Les bagnoles, exactement. Tout cet environnement. Il dessine les cases de ville, exactement comme Tilleux arrivait à maîtriser ça. Il fait des compositions magnifiques. D'ailleurs, Chaland a eu quand même un parcours un petit peu similaire à Tilleux. Malheureusement, il est mort aussi dans un accident de voiture très très jeune. En 90. En toi Oh, mais dis donc, toi t'as triché sur ces notes. Alors là, j'ai peut-être eu 18, mais toi tu vas au courant. Non, il est bon en accident de voiture. Chaland, il m'en a parlé longuement. Après, c'est lui qui m'a écrit la chronique, c'est ça. Voilà. Tu casses bien ton malheureusement, il est mort trop tôt. Et vous le connaissez aussi sans doute parce qu'il a fait les pochettes des disques de l'affaire Louis Trio, notamment Chic Planète. Alors, est-ce que c'est pas Clyde Boris lui-même, le chanteur de l'affaire Louis Trio, qui fait de la BD, qui dessinait ses propres pochettes? Il en a fait et Chaland en a fait une. D'accord, intéressant. Voilà. Et c'est marrant, tu parlais de Salammbô tout à l'heure, c'était adapté aussi par Druillet. Exactement, oui, sous le titre Salammbô, oui. Voilà, la Comète de Carthage est pas tout à fait la même histoire, c'est un peu plus compliqué, mais ça reprend des éléments, une histoire d'amour comme ça. Moi, je vous propose quelque chose parce que là, je trouve qu'on est trop intellectuel. Je veux dire, là, attendez les gars, ça fuse. Là, c'est trop, quoi. Je veux dire, les gens vont se dire qu'ils ont été kidnappés par des extraterrestres et remplacés par des profs, quoi. Allez, on va faire redescendre le niveau avec François. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Oui chérie, donc tu as reçu le petit cadeau, il est mignon, hein? Bah non, c'est pas un petit chat, puisque bah, il chante, hein, c'est pas... Tu l'as mis de l'eau dessus? Ah, j'aurais dû te prévenir, oui, bah il y en a plein maintenant, oui, forcément. Bon, l'important c'est que tu... Ah, tu lui as déjà donné à manger après minuit. Ah non... Tout de suite, on regarde un nouveau talent du web, c'est Mister V. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la vraie vie, on se bat jamais comme dans les films, avec des mouvements coordonnés et tout. Notre journaliste d'investigation en plastique ou en mousse ou en polystyrène, comme vous préférez, a rencontré Mister V qui cumule près de 60 millions de vues sur le web. Tu constates ou quoi? Tu m'appelles, parle de... Ok. Et tes débuts comme podcasteur, comment ça s'est passé? Alors, déjà la première vidéo n'était même pas écrite. C'est-à-dire que c'était... voilà, je faisais du théâtre depuis que je suis assez jeune, j'avais 13 ans quand j'ai commencé. Et en fait, j'avais envie de faire du one-man, enfin de me mettre sur scène ou faire quelque chose comme ça, mais à Grenoble, j'avais pas la possibilité. Et je me suis mis à faire des petites vidéos parce que j'aimais faire du montage, j'avais une caméra, j'aimais bien l'univers un peu informatique. En fait, je me fais une comme que j'ai postée sur Dailymotion à l'époque. Quand on demande à Gérard combien il a de chiens, il répond « J'ai 4/5 fois moins de chiens que ma voisine ». En effet, Gérard est un chercheur de merde, il cherche l'embrouille en permanence. Et j'envoie à mes potes comme ça, et je vois qu'il y a des retours de gens qui ne sont pas mes potes, quoi, des gens de l'internet, des internautes qui n'ont rien à voir avec mon entourage et qui me disent continue, c'est sympa, et d'autres qui me disent c'est totalement nul, arrête. Et donc en fait, je me dis bon bah pourquoi pas continuer, et au fur et à mesure je me suis plus appliqué, j'ai acheté un peu plus de matos, je me suis un peu plus mis dans le truc, j'ai envie de dire, et voilà, c'est devenu après mon job aujourd'hui de faire ça sur le web et un peu au pas aussi. Mais arrête de me prendre en photo, putain! Mister V fait partie des podcasteurs, des humoristes qui se filment chez eux, dont les têtes de proue, et ce n'est pas une insulte, sont Norman et Cyprien. Mais Mister V grimpe. Quel est ton univers de podcasteur? Moi j'ai un côté plus R&B on dira. Je parle de sujets qui me touchent plus moi
un jeune homme de 19 ans. Et voilà, je sors à peine de l'adolescence, je suis un peu la pile, toujours énergique. Je suis célibataire. Il y a un côté vraiment, une inspiration un peu américaine dans l'humour aussi, parce que je suis très porté sur l'humour américain, comme les frères Wayans, Leslie Nielsen, désormais décédé, mais qui était voilà, pour moi un grand d'humour et qui voilà, je suis très fan de ce type d'humour-là. Après, je garde le même format que tout le monde, c'est sûr, mais voilà, c'est ça qui me différencie, j'ai envie de dire, un peu du reste du groupe. Dans une autre vie, j'aurais toujours voulu être rappeur, quoi, mais j'ai pas pu le faire, donc du coup, pourquoi pas le faire avec humour. Donc j'ai fait mon premier son avec une parodie du Colonel Réel qui s'appelait Colonel Crado, qui a été vraiment mon premier buzz. J'ai fait, qui est aujourd'hui à 5 millions de vues ou 4 millions. Toutes les nuits, je fais caca. Toutes les nuits, quand tu es au pied. J'ai enchaîné après, voilà, l'été dernier avec Summer Montagne, qui est une parodie des sons de l'été où je me moque un peu de ce stéréotype de la chanson d'été à Ibiza, où on est sur une plage avec plein de nanas. Et ça m'a permis de toucher voilà, un peu à la musique. Mais après, voilà, je prétends pas être musicien dans l'âme, hein, au contraire. Dynamique, motivé, à l'écoute, efficace, déterminé. Mister V, c'est près de 500 000 fans sur Geekbook et 120 000 followers. Moi, j'en ai 3, mais bon, je travaille dur pour le rejoindre, peut-être un jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets? Je suis vraiment intéressé par le cinéma. Je n'ai pas marre du net, au contraire, j'y resterai, j'espère, toute ma vie. Mais le cinéma m'attire dans le sens où voilà, j'ai toujours voulu être comédien, être acteur. Et après le one man, et pourquoi pas d'autres formats comme la radio. Même si c'est pas ma priorité. Ma priorité, ça reste le cinéma, mais bien sûr le web. Et pourquoi pas des formats web, des moyens métrages web, des courts métrages web. Enfin, on est à l'abri de rien. I'm the man of the situation. Ah, je t'aime tellement, mon lit. C'est tout pour le moment. Voilà Mister V qui a notamment eu les honneurs de Télérama il y a peu de temps avec d'autres podcasteurs, on peut le dire. Il y avait Norman, il y avait Cyprien, donc voilà des gens qui cumulent aujourd'hui entre 50 et 200 millions de vues, donc c'est assez énorme. C'est bizarre parce que Mister V est quand même très drôle alors qu'il est beaucoup moins mis en avant que Norman et Cyprien, je trouve. Ouais, mais on le cite jamais en premier quoi. Vrai, quand on parle des podcasteurs du net, c'est tout le temps Norman, Cyprien. Dans Télérama? Non, nous on est dans. Ils ont fait Ils parlaient des mecs drôles en fait. Et surtout ils étaient dans Pif Gadget. Allez, on enchaîne avec la shopping list, l'ami Franck, c'est à toi. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous et bienvenue dans la shopping list. J'ai reçu un mail récemment qui me demandait « Mais où est ta magnifique bibliothèque ?» Bah c'est simple, elle est dans l'espace. Salut! On va commencer par un petit DVD à se mater pépère à la maison. Blowout, c'est chez Carlotta Film et ça raconte l'histoire d'un preneur son qui va être témoin d'un accident pendant qu'il était en train de faire un enregistrement. Et c'est un film de Gérard de Palmas. Non. Et c'est un film de Brian De Palma. Chez Tonkam, vous pourrez lire 2 shonen de Mitsuru Adachi. QNA, c'est l'histoire sur un fantôme du passé, et Idol A, c'est une fille qui veut faire du baseball alors qu'elle est prédestinée à être mannequin. Pauline, la monteuse de l'émission, vous conseille de lire Les Mondes des Willan. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est propulsée dans un autre monde où l'art du dessin et l'imagination sont des pouvoirs méga importants. Et ben moi, je dois vous avouer que dans la shopping list, l'art du dessin, c'est aussi quelque chose de fou parce qu'avec ça, je peux faire des transitions psyché. Cybermission, c'est chez Bayard Jeunesse, ça raconte l'histoire d'un accro des jeux vidéo qui va être recruté par un organisme pour manipuler des robots et retrouver des malfrats. C'est fou, hein? Si vous voulez un beau livre avec des graphismes très classe, je vous conseille Le Carnet de Cerises. C'est aux collections Métamorphose et même qu'à la fin du livre, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Moi j'ai dessiné ça. Si vous n'en avez toujours pas marre des histoires de vampires revues et corrigées à toutes les sauces, vous pourrez lire La Maison de la Nuit chez Delcourt. Ça raconte l'histoire d'une fille qui va aller dans une école de vampires et moi je me demande vraiment ce qu'on peut faire avec un master en vampirisme. Peut-être caissière dans un fast-food. La folle jeunesse du joueur du grenier. Bon, moi j'aime pas faire de la promo pour les potes, surtout quand on est en concurrence. Hein. Oui, en concurrence parce que moi je voulais sortir les folles aventures de Franck de la shopping list, mais les éditeurs ont pas voulu. Pas de chemise hawaïenne. Non mais n'importe quoi. Si vous êtes amateur de beaux dessins et de belles histoires, vous pouvez lire Les Contes de l'ère du Cobra. Voilà, c'est tout. Ah non, mais moi je considère que quand quelque chose est bien fait, il ne faut rien dire du tout. Bon, là je dis des choses, mais c'est vous qui me poussez à l'acte. Hein. Chez Panini Comics, vous aurez Civil War. Le monde des super-héros est bouleversé puisqu'une loi est passée où tous les surhumains doivent dévoiler leur identité. Certains garderont leur masque tandis que d'autres les enlèveront. Chez Mad Fabric, vous avez le choix entre 2 superbes BD. Il y a d'abord Kid Paddle Slim Project ou alors Game Over où vous incarnez l'avatar de Kid Paddle.
Et voici un petit conseil de notre ami Laurent Kessy. Il vous propose Sillage, le tome 15 de Morvan et Buchet. Apparemment, s'il vous propose ça, c'est pas pour rien. Mauvaise herbe, ce n'est pas une histoire sur le jardinage, loin de là, c'est un roman noir punk sur un mec qui dit à la société et qui va être dans une situation pas super. Bon, je suis pas sûr qu'avec la censure, mon histoire soit très compréhensible, mais en tout cas, le livre est cool. Hercule, c'est chez Soleil et ça raconte l'histoire des 12 travaux d'Hercule revus et corrigés façon SF. Il y aura donc des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, de la baston et de la testostérone. Chez Doki Doki, vous pourrez lire Immortal Reign. C'est une histoire sur des orphelins ou encore Dictatorial Grimoire. C'est avec les personnages des contes des frères Grimm et vous y retrouverez Blanche-Neige, le Chat Botté ou encore la belle Cendrillon. Ah, Cendrillon, j'ai des bons souvenirs avec elle. N'achetez jamais de forfait flashback à un mec dans la rue, hein. Ça marche jamais. Et on va maintenant finir par un jeu de société. Chez Yellow, vous avez Andorre. C'est un jeu pour les insomniaques. Non, fais pas cette blague. C'est un jeu en multijoueur où vous pouvez jouer jusque 4 héros et vous devez défendre un château qui sera assailli par des mages, des sorciers ou alors aller dans des mines pour trouver des trésors. C'est super cool. Elle est dans l'espace. Il est idiot. On m'a aussi envoyé un autre courrier pour me demander qui j'étais vraiment. Bah c'est très simple. Je viens du futur. Mais non, je rigole, vous pouvez gober n'importe quoi. En tout cas, vous pouvez m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse et on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Salut! Il est presque le temps de se quitter, les amis. J'ai envie d'avoir une petite voix comme ça, un peu fluette et pas du tout masculine. Allez, il est temps de décerner un plus. Alors, qui vous a le plus séduit dans ces chroniques, RL? L'Odyssée d'Abe, que je connais déjà, mais voilà, l'Odyssée d'Abe, c'est... Moi j'hésite entre Abe et le truc d'RL. J'ai déjà vu Aristide Development. Bebrel, alors tu votes pour Bebrel. Voilà, Bebrel. Jacques Bebrel. Seb? Moi je votais pour RL, ouais. Parce que Arrested, moi j'ai déjà vu, je trouve ça excellent. Et puis Abe aussi. Fred? Je sais pas, Laurent. Oh là là, c'est lui qui m'a écrit ma rubrique, évidemment, il vote pour lui. Oh là là, il y a des connivences ici. Rurik? Moi, j'aimais beaucoup ce que tu racontais sur cette série que je ne connais absolument pas. J'aime bien Yves Chaland, je le connaissais déjà. Mais comme j'ai dit que vous n'étiez pas drôle et que je le pense pas, je vais voter pour toi. Oh, c'est gentil. Moi, je vais aussi voter pour la rubrique jeux vidéo, tout simplement parce que c'est un des rares jeux, quand même, auquel j'ai joué quand j'avais volé une PlayStation dans un magasin. C'était la mienne. Voilà, exactement, je te la rendrai jamais. L'aventure est finie, mais par contre, vous pouvez la continuer sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas citer complètement. Alors, je dirais Geekbook, Geekter, il y a une appli geek, il y a un site internet, il y a un forum, enfin voilà, vous pouvez discuter avec nous. Vous pouvez suivre en tweetos Laurent, voilà, vous pouvez même le suivre dans la rue, c'est pas gênant. Deux petites choses pour finir, n'oubliez pas qu'il n'y a absolument aucun âge pour se déclarer geek et qu'un bon geek est un geek curieux. Bye bye!